également. Et également l'Association de la construction du Québec pour le secteur Outaouais, Abitibi et Nord-Ouest, avec la participation d'Alex Dutil-Santerre, à qui je vais céder la parole pour une brève allocution. Donc, Alex, ce serait à toi. Merci Clémentine. Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour la présentation et ainsi poursuivre avec le fait que la Sécu est fière d'être partenaire avec le Bacatel, le CREAT pour le projet de développement durable. C'est quelque chose qu'on voit un beau potentiel d'avenir. Puis nous autres, avec les entrepreneurs, notre mission principale, c'est de favoriser l'essor des entreprises ainsi de les aider dans les problèmes quotidiens auxquels ils font face. Merci bien, Alex. Donc, je vais pouvoir poursuivre de ce pas avec le programme de la journée, de ce webinaire. Et tout d'abord, l'objectif que je tiens à rappeler aujourd'hui, c'est vraiment d'initier des discussions puis des réflexions et également de représenter en quoi le bâtiment durable est un incontournable pour faire face au contexte des changements climatiques. Donc, ce sera l'occasion de vous introduire un état des lieux de la situation avec la présentation d'Isabelle tout à l'heure et également de recueillir vos besoins et vos préoccupations. Donc, voici le déroulement de notre activité. Tout d'abord, il y aura une brève présentation de la démarche climat de changement, qu'environ 10 minutes, puis un premier bloc sur le bâtiment durable, une approche cohérente face aux défis des changements climatiques sous forme de plusieurs présentations. Je m'occuperai d'une première et ensuite ce sera Isabelle qui poursuivra. Il y aura une période de questions à la fin de ce premier bloc, comptez environ une quarantaine de minutes pour le tout. Ensuite, un deuxième bloc, donc ce sera vraiment notre activité de réflexion et d'échange sur les perspectives actuelles et futures présentes pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Également environ une quarantaine de minutes pour l'ensemble de ce bloc, avec à la fin donc un retour en grand. Cette activité de réflexion se passera en plusieurs sous-groupes, 3 également. Et à la fin, on se retrouvera tous en grand groupe pour les conclusions, en fait, puis les grandes discussions, les grandes lignes des discussions qui auront eu lieu. Je vais vous rappeler un petit peu les consignes pour l'activité. Ce sera de tenir donc vos micros fermés durant le temps des présentations et donc de garder votre question pour à la fin du bloc numéro 1. Vous aurez l'occasion de lever la main pour signifier votre souhait de poser une question ou bien de la poser directement dans le chat. Également, je voulais vous prévenir que la partie présentation, elle, sera enregistrée. Donc, j'espère que cela vous convient et ce sera l'occasion justement de peut-être revisionner l'événement plus tard ou bien de le partager à vos contacts, à votre réseau. Je vous souhaite un très bon début de café webinaire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter brièvement le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a pour mission de promouvoir la conservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement dans une optique de développement durable. L'organisme a été fondé en 1995 et il intervient sur divers dossiers environnementaux en lien avec les matières résiduelles, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques comme nous allons le voir aujourd'hui, la protection de la biodiversité, de l'eau, des milieux naturels, ainsi que documenter un peu les impacts en lien avec l'industrie forestière minière. Donc, ça fait partie des dossiers que nous traitons. Il y en a d'autres. Et puis, nous sommes présents sur de nombreux comités et étapes de concertation à travers la région. Nous réalisons et soutenons des projets environnementaux en collaboration avec divers intervenants du milieu. Nous développons des outils de sensibilisation et puis rédigeons également des avis ou des mémoires sur divers enjeux environnementaux. Ça fait partie des actions que nous pouvons mener. Parmi les projets que nous réalisons actuellement, je vais pouvoir vous en dire plus sur la démarche climat de changement dans lequel s'insère ce webinaire aujourd'hui. Donc, cette démarche est une grande démarche d'envergure provinciale
qui est chapeauté en fait par notre regroupement national des conseils régionaux de l'environnement et qui est réalisé dans les 16 régions, donc par les 16 conseils régionaux de l'environnement au niveau du Québec. Et nous avons reçu donc un financement global sur 3 ans par le gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment une démarche qui vise à faciliter le passage à l'action. Et vous l'aurez compris, donc pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est le CREAT qui est en charge de cette démarche. Voyons maintenant un petit peu plus en détail les objectifs de cette démarche qui s'adresse très particulièrement aux décideurs, aux gestionnaires de la région et au milieu municipal. L'objectif principal est vraiment d'outiller, de développer les connaissances de ces publics cibles et de faciliter la concertation, tout cela en créant une synergie régionale autour de la thématique des changements climatiques. Nous avons mis en place plusieurs moyens vont être mis en place à ce moment-là, c'est donc d'informer, de partager les connaissances, d'outiller et d'accompagner. Le premier volet se décline en plusieurs activités et événements qui vont être réalisés, donc qui visent vraiment la sensibilisation, la formation et le rayonnement. Donc, c'est vraiment dans ce premier volet que s'insère notre activité de ce matin. Et puis, vous voyez, plusieurs thématiques ont déjà été réalisées avec le transport actif hivernal, il y a également l'adaptation au changement climatique pour les municipalités, les solutions basées sur la nature. Et voici d'autres initiatives ou événements qui auront lieu ou qui sont en cours donc, au courant des 3 prochaines années. En fait, les 2 parce que le projet, la démarche a déjà débuté l'été passé. Et il faut savoir qu'en plus de ces activités, il y aura 2 forums d'envergure un peu plus importante qui vont traiter de la mobilité durable, donc au courant de cette année. Et plus tard, à la fin de la grande démarche, il y aura un forum sur l'action climatique, qui sera vraiment l'occasion de faire rayonner les initiatives et les acteurs leaders de la région. Pour le volet 2, donc ce sera plutôt les cibles d'échanger et puis permettre le réseautage, la concertation. Nous avons donc l'occasion de créer des réseaux d'échange, des cohortes, des comités de travail sur diverses thématiques. Donc aujourd'hui, peut-être que vous ici présents serez partants pour former une cohorte en bâtiment durable. Donc ce sera vraiment à évaluer tous ensemble. Et le 3e volet qui, lui, vise vraiment l'accompagnement du milieu municipal. Donc on a lancé déjà un appel à projet. Et donc, il y aura des actions qui pourront être réalisées, divers accompagnements du CREAT auprès du monde municipal. Voilà pour la présentation de la démarche climat de changement. Je vais poursuivre avec donc, la première présentation en lien avec notre premier bloc, qui est vraiment une mise en contexte des changements climatiques, donc de manière un peu plus globale, mais également propre à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce n'est pas une nouvelle, vous en avez forcément eu bien connaissance, les médias, les nouvelles nous inondent d'informations en lien avec les changements climatiques et la sonnette d'alarme est tirée. Que ce soit avec l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement global planétaire à 1,5 degrés Celsius, ou les cibles de l'ONU, ou bien la COP26, ainsi que les rapports du GIEC, on constate bien que l'étau se resserre de plus en plus selon les experts. Et nous allons voir plus concrètement ce qu'il se passera au Québec, ce qui est anticipé, ainsi que pour la région. Ça, c'est une modélisation, un modèle climatique, puis des scénarios globaux, donc au niveau de toute la planète. Vous avez sûrement dû en voir passer différents. Donc là, c'en est un parmi tant d'autres qui est inspiré du contenu d'Uranos. Les modèles climatiques sont vraiment des logiciels complexes qui sont utilisés donc, afin de représenter l'évolution du climat dans le futur. Et ils produisent donc des scénarios d'émissions. C'est vraiment des projections. Donc, en gris, vous voyez vraiment l'historique jusqu'à peu près 2005. Et par la suite, donc, ce sont les différents modèles climatiques qui ont été rentrés et puis qui nous amènent vers
des scénarios. Donc là, on a 4 scénarios qui nous sont présentés ici, avec en bleu foncé, là, le trait que je suis. Ce sont vraiment des fortes atténuations des émissions de gaz à effet de serre qui ont été modélisées. Et si jamais ce scénario se concrétise, nous visons une augmentation d'à peu près 1 degré Celsius d'ici l'horizon 2100. C'est un scénario qui est quand même très peu probable, d'après les dernières connaissances que nous avons. Ensuite, donc, vient les scénarios bleus, clairs et orange, qui sont plutôt des scénarios de stabilisation. Donc, si jamais les émissions de gaz à effet de serre se stabilisent, ça amènerait donc ces 2 scénarios-là. Et puis, en rouge, là, c'est le scénario de croissance des émissions de gaz à effet de serre qui, si jamais il se concrétise, en 2100, on pourrait avoir gagné plus 4 degrés Celsius depuis 1900. En gros, ce qu'il faut retenir quand même ici, c'est que dans tous les cas, la température moyenne mondiale sera beaucoup plus chaude, en tout cas qu'en 1900. Hop là, je fais un petit peu vite, excusez. Au niveau du Québec, donc, voyons un petit peu ici ce qui se passe. Pareil, 1900 à 2005, et ensuite 2 scénarios là, d'émissions qui nous sont présentés. On parle du sud du Québec, donc vraiment jusqu'à la limite du 49e parallèle, parce que sinon, pour le nord, il y a quand même d'autres modèles, projections qui sont identifiés. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le Québec vivra quand même des hausses plus importantes que ce qui sera vécu à l'échelle mondiale. Donc, en rouge, c'est vraiment le scénario plus pessimiste où les émissions augmenteraient davantage et on pourrait atteindre plus 7 degrés Celsius par rapport à 1900. Et en bleu, donc le scénario d'émissions modérées, donc avec des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient diminuer. Et dans ce cas, donc des températures qui pourraient être de 3 degrés Celsius plus importantes qu'en 1900. Ici, vous voyez une présentation en fait des aléas climatiques. Donc, ce sont bien des aléas et non pas forcément des impacts. Les impacts, en gros, les aléas peuvent conduire à des impacts. Et je trouvais ça intéressant aussi de vous présenter par saison, puisque les aléas climatiques seront différents d'une saison à l'autre. Donc, si nous commençons avec l'automne, on prévoit vraiment une augmentation importante au niveau des pluies extrêmes, en temps, en fréquence, en intensité, ce qui peut conduire à des impacts comme les inondations, vous l'aurez bien compris. Et également, ce qu'anticiper, c'est des risques d'étiage plus importants autant en durée qu'en sévérité. Donc, vraiment, l'abaissement du niveau des cours d'eau, donc qui amène à une sécheresse une saison de sécheresse plus sévère et plus importante. En hiver, ici, on prévoit des fortes perturbations. En fait, c'est vraiment la saison qui va être la plus impactée au niveau de la hausse des températures par rapport à la moyenne des autres saisons. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les précipitations seront peut-être plus importantes, mais l'enneigement, lui, diminuera en durée et en quantité. On pourrait aussi vivre des épisodes de froid extrême moins fréquents, moins longs, moins intenses, toutefois avec des périodes de cycle de gel, dégel, de redoux. Donc, ça a quand même des impacts, surtout quand on considère le secteur du bâtiment. Au printemps, on anticipe des devancements au niveau des crues printanières et des précipitations qui seront plus importantes en quantité. Et en été, donc c'est également l'autre saison comme l'hiver qui va être la plus impactée au niveau des aléas climatiques avec la hausse des températures, des chaleurs extrêmes, autant en termes de fréquence qu'en durée, en intensité, des pluies extrêmes également, donc voilà, aussi en termes de fréquence et d'intensité, et des périodes d'étiage, donc avec des cours d'eau qui pourraient voir leur niveau baisser et des périodes de sécheresse plus importantes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les aléas climatiques vont s'amplifier et vont être plus fréquents. Et ces changements-là vont vraiment plus affecter l'hiver et l'été. C'est ce qui est vraiment anticipé. Ensuite, nous allons passer
Vous avez peut-être déjà vu ces cartes-là ou ces graphiques qui sont vraiment tirés du site internet d'Uranos. Donc, la carte plus à gauche, c'est vraiment les températures moyennes annuelles qui ont été enregistrées entre 1981 et 2010. Donc, on est à peu près à du 2,1 degrés Celsius annuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte juste à côté, donc, qui est la projection pour la période 2041 et 2070, c'est qu'on pourrait jusqu'à doubler, voire plus, la température moyenne annuelle. Et puis, on peut aussi voir donc, sous forme de graphique l'augmentation des températures selon les deux scénarios, la bleue et rouge que je vous avais présenté. Donc, c'est quand même intéressant d'aller... tout ça est accessible en ligne gratuitement, donc c'est vraiment pertinent d'aller fouiller sur leur site internet pour connaître les données de la région. Une information qui est intéressante ici, c'est au niveau des précipitations. C'est intéressant de le regarder au niveau de l'année, mais également au niveau des saisons. Donc là, on a sorti les graphiques au niveau de la saison estivale. On peut voir que globalement, pour les précipitations annuelles, elles vont très légèrement augmenter. Toutefois, pour la période estivale, elles vont plutôt diminuer. Donc voilà, je vous invite à fouiller un petit peu là-dessus et de comparer saison, année. Au niveau une information quand même qui est très pertinente pour vous aujourd'hui, c'est le nombre de jours par année supérieur à 30 degrés Celsius. Donc vraiment des journées très chaudes. Et on sait bien quand on travaille dehors, ça peut vraiment avoir des répercussions importantes en termes de santé. Donc ce qui est anticipé avec les deux scénarios, donc en rouge, on pourrait s'attendre d'ici 2050 à avoir plus 8 jours par année que ce qu'on connaît actuellement. Et en bleu, donc 12 jours supplémentaires. Et d'ici 2080, ce serait 42 jours ou 17 jours. Donc, c'est vraiment des variations très importantes à tenir compte dans votre secteur d'activité. Également, en termes de... Donc là, je vais plus rentrer un petit peu dans les impacts. Là, on a vu les aléas climatiques. En termes d'impact pour la région, puis là, les flèches ne visent pas forcément une MRC en particulier, c'est vraiment un schéma plus global qui peut concerner toutes les MRC de la région. Selon les secteurs d'activité, donc on a l'agriculture, la foresterie, les mines, infrastructures, le tourisme, l'aménagement du territoire qui pourrait avoir divers impacts en termes d'espèces exotiques envahissantes qui peuvent impacter les cultures, mais bon, également le tourisme ou les activités récréo-touristiques de la région, la pêche, la chasse, l'habitat, voilà, les habitats fauniques qui peuvent être impactés à cause de ces différents impacts. Les insectes ravageurs, donc autant pour l'agriculture que pour la foresterie, par exemple. Au niveau de tout ce qui est plus infrastructure, c'est ça, les inondations, les précipitations importantes, etc., peuvent avoir des répercussions sur les ouvrages. Et en termes d'aménagement du territoire, également, c'est ça, autant les inondations que les périodes de gel, dégel peuvent endommager les structures. Donc, à bien tenir compte. Ce sont que quelques exemples, il y en aurait peut-être d'autres à ajouter à la liste, mais je voulais quand même vous faire un petit peu ce petit portrait-là. Maintenant, je vous ai présenté vraiment le contexte, les projections puis les impacts pour l'Abitibi-Témiscamingue en termes de changement climatique. Nous allons voir plus concrètement ce qui pourra se passer au niveau du bâtiment durable et en quoi il peut représenter une des solutions face à ces enjeux. Je vais céder la parole à Isabelle Jacob qui va pouvoir répondre à cette question dans un premier temps et puis qui pourra vous présenter ensuite l'état des lieux de ce secteur. Et puis, il y aura une période de questions après, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais arrêter le partage. Et Isabelle, ce sera à toi de pouvoir partager ta présentation. Tu prends la suite. Donc, merci Isabelle. Merci à toi, Clémentine. Donc, je partage mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que tout fonctionne? Oui, d'accord, parfait. Bon, ben bonjour tout le monde. Je vous vois pas, là. Je vois ma présentation, mais je vais quand même vous remercier d'être là aujourd'hui. Je suis contente. D'abord, juste vous dire, là, on est environ une vingtaine de personnes. Il y a des gens qui représentent les villes, les municipalités. On a des personnes qui représentent des organismes de développement économique. On a des entrepreneurs, des professionnels du bâtiment et autres organisations là, de la formation comme Cégep, Polymétier,
et des fournisseurs de services. Donc, on est quand même, on a bien couvert l'ensemble des secteurs qu'on voulait aller chercher. Donc, je vais faire la présentation. Si jamais je dépasse mon temps, vous me ferez signe, les filles. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment durable? D'abord, on cherche à minimiser les impacts sur l'environnement. Donc, tu sais, la localisation du site du bâtiment, le fait d'être proche des services, d'avoir accès à des transports autres que le transport actif ou collectif. Donc, le fait d'être proche des centres va avoir un impact. Le choix du site, est-ce qu'on va perturber un milieu humide, par exemple? Ça ne sera plus possible à la ville de Rouen bientôt. Là. On a une réglementation qui s'en vient là-dessus aussi, en fait, qui va protéger davantage. L'aménagement des terrains, donc, est-ce qu'on va faire des mesures de mitigation pour éviter l'érosion du terrain ou encore le choix des végétaux? Donc, ça va toucher vraiment plusieurs aspects, pas que le bâtiment. Oui, bien sûr, l'approvisionnement avec des matériaux qui sont locaux, qui sont durables, qui sont faits à partir de matières recyclées, qui s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire. Et la gestion responsable de l'eau, que ce soit l'eau intérieure ou encore à l'extérieur sur le site. Ça va toucher la gestion responsable des matières usuelles pour éviter le plus possible l'enfouissement et de valoriser ou en tout cas d'utiliser de réutiliser ce qui n'aura pas été, en fait, ce qui aura été récupéré sur le site. Et ça concerne bien sûr la faible consommation d'énergie. Ça vise aussi à assurer une meilleure qualité des environnements intérieurs, donc la qualité de l'air, que ce soit pour s'assurer d'utiliser des finis qui sont sans COV, qui sont plus sains pour les occupants, la ventilation, mais l'insonorisation aussi, parce que ça fait partie du confort des occupants et le confort thermique qui va avec l'efficacité énergétique. Et bien sûr, on veut bien traverser le temps. Donc, toute la notion de durabilité, que ce soit bien conçu, que ce soit des bâtiments qui durent dans le temps et qu'il y ait un impact minimum sur l'environnement et au contraire des impacts plus positifs sur les occupants. Et toute la notion de résilience qu'on va voir plus en détail là, dans la suite de la présentation. Dans la mesure du possible, nos bâtiments, on les veut compacts, c'est moins cher à entretenir, c'est moins cher à bâtir, c'est moins cher à chauffer. On les veut accessibles pour les personnes qui ont des limitations. Donc, on veut des bâtiments qui sont modulables dans le temps parce qu'on vieillit, nos besoins changent. Et on les veut surtout abordables ces temps-ci. C'est un enjeu majeur. Donc, si on regarde les impacts des bâtiments, je vous présente ici un petit schéma sur l'analyse du cycle de vie. En fait, l'idée, c'est de voir à toutes les parties du cycle de vie d'un bâtiment, il y a un impact. Donc, le bâtiment, avant d'être construit, il y a eu extraction des ressources, il y a transport, il y a production, transformation de ces ressources, ensuite, retransport, distribution des matériaux. Fait que tout ça, déjà, a un impact au niveau de la pollution, de l'air, de l'eau, des sols. On parle d'extraction de ressources, donc nécessairement d'épuisement des ressources, de perturbation des écosystèmes, mais aussi toute la notion des émissions de gaz à effet de serre qui vont avec. Puis là, c'est aussi un enjeu important aujourd'hui qui s'inscrit directement dans notre sujet. Donc, les impacts vont être multiples, que ce soit avant, par rapport aux intrants et la mise en chantier, que ce soit pendant l'utilisation du bâtiment dans sa vie utile, mais également à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là? De quelle façon est-ce qu'il est traité? Est-ce que ces composantes peuvent être réintroduites dans le cycle ou encore ça s'en va directement au dépotoir? Donc, l'impact le plus important, c'est quand même, des bâtiments, c'est quand même leur contribution au changement climatique. En raison, effectivement, de la consommation d'énergie des bâtiments pendant leur durée de vie utile, mais aussi, et assez important, le poids carbone des matériaux, ce qu'on appelle le carbone intrinsèque, qui est très important, finalement, quand on se met à regarder l'analyse du cycle de vie de tous les intrants.
Puis, ben, la gestion de fin utile aussi, donc les déchets, ce qui va être généré à la fin doit être pris en considération aussi dans cette perspective d'émissions de carbone. Au Canada, on dit que l'exploitation des bâtiments est responsable de 17 des émissions de gaz à effet de serre, donc la partie opération pendant la durée de vie, et la construction et les matériaux sont responsables de 11 des émissions, donc un 28 ça, c'est selon les sources du bâtiment durable Québec. Si on regarde mondialement, souvent, on va parler de 40 le bâtiment est responsable de 40 des émissions de gaz à effet de serre. L'industrie va devoir réduire, bien sûr, ses émissions de carbone. Puis, bien, c'est sûr, on a globalement tous un objectif d'élimination. On vise la carboneutralité d'ici 2050. Donc, on a des beaux défis qui nous attendent. Au Québec, bien, les enjeux, donc, étant donné que nous, on a quand même la chance d'avoir une énergie qui est propre, donc, nos enjeux sont quand même, oui, d'améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, de nos processus, mais également d'éviter les combustibles fossiles. Donc, on parle surtout de mazout, de méthane même, je veux dire de gaz naturel. Mais la limitation du carbone intrinsèque devient comme le prochain chantier là, où là, on doit mettre beaucoup d'attention. On va continuer à en mettre sur les autres, mais là, disons qu'on vient de catcher que ce bout-là était plus important qu'on avait anticipé peut-être. Et tout l'enjeu de la résilience, on parle justement des changements climatiques et des répercussions que ça aura. Donc, c'est sûr qu'il faut imaginer aussi des bâtiments être capables de bien répondre à ces aléas-là. Donc, la localisation des bâtiments, choisir des sites qui sont en milieu, qui ne sont pas inondables ou encore qui vont respecter les milieux naturels fragiles. La conception bioclimatique est une façon d'aller chercher une énergie solaire passive gratuite, qui vient s'inscrire dans des stratégies d'efficacité énergétique aussi. La durabilité, la résistance des matériaux. On sait que les changements climatiques peuvent avoir une influence aussi sur comment les matériaux vont se comporter. Donc, ça aussi, il y aura, j'imagine, des choses qui vont évoluer à cet effet-là. Aussi la façon d'assembler les structures, des ancrages pour les toits, la forme des toits. Bref, il y a des... Je dirais que plus on va évoluer dans le temps, plus on va développer de nouvelles façons de faire. La gestion des eaux pluviales, qui est super importante, justement, parce qu'on s'attend à avoir des événements extrêmes. Donc, ce que je vois présentement dans le monde, c'est beaucoup des événements où il pleut, ils reçoivent l'équivalent d'une année de pluie en 2 jours. Fait que c'est sûr que là, ça crée de la pression sur, sur l'absorption de tout ça. Fait que tout ce qui pourra permettre une meilleure absorption, donc, valoriser la revégétalisation de nos sites avec des espèces qui sont plus résistantes aussi, puis résilientes, qui sont indigènes. Puis l'autoproduction d'énergie renouvelable et le stockage fait aussi partie des avenues quand on pense à la résilience, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de rupture de notre réseau hydroélectrique temporaire ou ponctuel, mais aussi parce qu'il va falloir trouver d'autres modes. Donc, le bâtiment durable, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est une solution incontournable face aux défis des changements climatiques et aussi de la protection de la biodiversité en général. C'est un credo qui est en émergence au Québec, heureusement, au Canada aussi et ailleurs dans le monde. Donc, on y va et on y va bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu où est-ce qu'on en est présentement. Les tendances, les perspectives. Donc, on observe une importante augmentation du marché du bâtiment durable au Canada. Je dirais depuis à peu près 15-20 ans, il y a une progression importante. Et là, entre 2014 et 2018, ça a carrément doublé. Donc, on parle d'une contribution au PIB là, qui, en 2018 qui était de 47,9. Donc, ça, c'est des données avant COVID. On peut s'attendre à ce qu'il y ait eu une petite baisse pendant la COVID, mais clairement que là, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai des inputs qui me permettent de croire que c'est bien reparti, c'est reparti de plus belle.
Donc, dans la même période, en 2014 et 2018, on a vu doubler, un peu plus que doubler le nombre d'emplois directs reliés au bâtiment durable. Et ça représente actuellement 2 fois plus d'emplois que les industries du pétrole, des forêts, des mines combinées ensemble. Donc, c'est quand même une industrie à ne pas négliger. Actuellement, il y a 80% des projets qui sont des bâtiments neufs. Donc, ça offre quand même un bon... en fait, ça offre de l'espace pour tout ce qui est de la rénovation parce que le cadre bâti actuel aura aussi besoin d'être adapté, d'être amélioré. Donc, il y aura... Là, on peut dire qu'on a bien progressé pour le bâtiment neuf, mais il y aura vraiment à mettre des efforts pour adapter ce qui est déjà là. Bonne nouvelle, le Québec figure parmi les 3 provinces les plus proactives dans l'industrie. Donc, on suit l'Ontario, mais on est un petit peu avant la Colombie-Britannique globalement, bien qu'au niveau des codes et des règlements, ils sont peut-être un petit peu plus à l'avance sur leurs exigences. Puis, juste au Québec, on peut dire que, bon, en 2018, c'est une contribution au PIB de 7,5 milliards. Je ne sais pas si j'ai dit milliards tantôt, millions, mais c'est milliards. Ça représente 2 % des emplois totaux, là, les emplois qu'on a au Québec reliés à ce secteur-là, en 2018. C'est probablement déjà un peu plus au moment où on se parle. Donc, pour encadrer tout ça, on peut être guidé par les certifications qui vont quand même nous aider à améliorer nos façons de faire en général, qui vont tirer vers le haut l'industrie et qui amènent aussi l'évolution des normes et des codes gouvernementaux parce que tout ça, ça suit. Donc, la certification la plus importante, ou en tout cas la plus populaire jusqu'à maintenant, c'est LEED, Leadership in Environmental. Mon anglais n'est pas bon, mais Leadership in Environmental, Energy and Environment. Tabarouette, je m'essaye. C'est Leadership in Energy and Environmental Design. Bon, je l'ai eu. Donc, cette certification-là est la plus populaire et au Canada, on s'illustre très bien. On est les 2e au monde. C'est une certification qui est américaine. Donc, eux ils ne se comptent pas là, dans leur palmarès. On suit la Chine, imaginez-vous donc. Donc, c'est une certification qui est quand même assez globale parce qu'elle va viser différents domaines clés tels que, oui, la lutte au changement climatique, mais aussi tout l'aspect protection de la biodiversité, des ressources naturelles, l'aspect de la santé des occupants aussi et de la gestion de l'eau, des matières résiduelles et autres intrants. Donc, elle est assez globale, mais elle est assez orientée sur l'efficacité énergétique et les matériaux. Ensuite de ça, le Québec, s'illustre aussi très bien. On était au 2e rang canadien pour les certifications LEED. Donc, on continue de travailler à cet effet. Il y a plusieurs certifications autres. Donc, au Québec, la plus populaire, c'est aussi LEED. On va retrouver aussi plusieurs entreprises qui sont certifiées BOMA-BEST, qui est un peu un équivalent en termes de, je dirais, pour brosser un portrait un peu plus global là, que LEED. Elle va toucher les mêmes genres de domaines. Par contre, elle est vraiment beaucoup plus adaptée pour les entreprises. Puis là, au niveau de la faisabilité puis l'accessibilité, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas testé. Et aussi, Novo Climat, qui est un programme gouvernemental qui va justement offrir une aide financière pour des projets qui visent l'efficacité énergétique. On parle à peu près d'économie de 20 % d'énergie si on certifie, mettons, à la base là, de Nouveau Climat. Et son petit frère Énergie Star qu'on va retrouver ailleurs là, dans les autres provinces du Canada. À surveiller le bâtiment carbone zéro, parce que dans le fond, avec les enjeux actuels par rapport au changement climatique, puis les constats qu'on fait par rapport à l'importance, oui, des émissions de gaz à effet de serre reliées à notre consommation d'énergie, mais également des matériaux intrinsèques, du carbone intrinsèque des matériaux, pardon. On voit que cette certification-là risque d'être bien à la mode dans dans la prochaine décennie, certainement, et plus. Et sinon, WELL, qui est une certification qui va être plus axée sur le bien-être, la santé des occupants. Donc,
elle va aller chercher plus des paramètres qui sont reliés à l'expérience de l'occupant, donc que ce soit la qualité de l'air, les espaces de vie, favoriser un mode de vie plus actif, avoir des lieux d'alimentation, de favoriser la lumière naturelle, tout ça, la qualité de l'eau, etc. Et dans ce qu'on voit apparaître aussi, que en fait, je n'ai pas de données par rapport au nombre de certifications actuelles ou s'il y a des projets qui sont en processus, c'est haute qualité environnementale et BREEAM, qui sont des certifications européennes qui sont aussi axées sur l'aspect qualité de vie, santé, mais tout le volet aussi énergie et respect de la biodiversité. Des tendances actuelles. Donc, on entend parler de quoi présentement dans le bâtiment durable? Bien, on entend beaucoup parler d'économie circulaire. Tantôt, vous vous rappelez le petit schéma que je vous ai montré là, où on voit toutes les étapes de la production avec l'utilisation, puis en fin de vie utile, qu'est-ce qui se passe. Donc, l'économie circulaire, elle va viser à optimiser les ressources à toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, quels sont les intrants? Quel impact environnemental ont créé l'activité de construction et ensuite de ça pendant sa vie utile et en fin de vie utile. Donc, on va chercher à diminuer cet impact-là, mais aussi augmenter les effets positifs sur la collectivité. Fait que c'est assez global. Ça amène toute la notion de déconstruction au lieu de démolition, qui est un bel enjeu en construction. Et donc, de valoriser les matériaux qui le sont plutôt que de les enfouir. Fait que ça aussi, c'est un autre enjeu pour notre région d'Abitibi-Témiscamingue. Ça prend des services, puis actuellement, ils sont peut-être un peu défaillants. Donc, il y aura aussi du temps à mettre sur ces chantiers-là, des développements à faire. On parle de restauration des édifices, des bâtiments, plutôt que de les démolir et de les reconstruire. Et bien, comme je disais, arriver à éliminer le plus possible la notion de déchets, mais plutôt de revaloriser tout ce qui est valorisable. Fait que quand on parle de déconstruction, on est même en train de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être se donner une genre de cote en déconstructabilité pour voir, bien, à la conception du bâtiment, comment est-ce qu'il va finir sa vie. Fait que déjà, les choix des matériaux vont être faits en fonction de est-ce qu'on va être capable est-ce que ça va être recyclable? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vie possible? Est-ce que dans l'assemblage, le choix des isolants, par exemple, le fameux uréthane giclé qui colle partout et qui fait en sorte qu'il n'y a plus moyen ça colle tout, puis que c'est plus difficile après ça d'aller trier ces déchets. Fait que c'est toutes des questions qu'il va falloir se poser aussi dans qu'est-ce qu'on utilise comme intrant. Le zéro carbone, bien, tantôt je vous ai parlé de la certification bâtiment zéro carbone, donc c'est dans cette optique-là. Et le net zéro, bien, qui est aussi d'avoir des bâtiments qui vont produire autant d'énergie qu'ils vont en consommer. Donc, on parle d'une production d'énergie renouvelable sur le site. Fait que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est complètement équilibré. On parle beaucoup des réseaux de chaleur parce que le Québec a quand même un fort potentiel au niveau de la récupération des rejets thermiques, que ce soit auprès des industries, que ce soit pour le traitement des eaux usées dans les grands centres, surtout là, dans nos petites villes, ça ne serait pas une option, mais c'est possible là, ou même des centres de données informatiques, hein, c'est très à la mode. Donc, tout ça, ça génère, il y a une perte d'énergie, de chaleur qui peut être récupérée, puis de plus en plus, on se rend compte qu'il y aura des projets intéressants à faire et il y a des belles subventions, semble-t-il, qui existent pour ça. Dans la catégorie bâtiment simple, je vous ai parlé de la certification WELL, qui en est un exemple, et toute la notion de biophilie. Donc, on cherche à intégrer davantage des éléments de la nature dans nos bâtiments, d'avoir une vue sur l'extérieur, sur la nature, de favoriser la lumière extérieure, aussi la lumière naturelle. Donc, c'est tous des éléments qui ont un impact sur comment l'occupant se réagit dans son environnement. En tout cas, moi, j'y suis sensible à ça. Et bien, qui dit résilience dit lutte aux îlots de chaleur parce que, de un, pour les gens qui habitent ces quartiers, ces endroits, ça prend des endroits de fraîcheur, ça va prendre de la végétation qui nous permet
supporter ces événements extrêmes de chaleur qui vont se multiplier, mais aussi pour toute la notion de rétention puis de gestion d'eau, et les quartiers durables également. Fait que pour la résilience, on va y arriver un petit peu plus tard. Donc, tout ça, c'est encadré puis c'est influencé par les orientations gouvernementales. Donc, présentement, je dirais que nos politiques sont pas hyper ambitieuses, bien qu'elles commencent à mettre des paramètres intéressants. Fait que là, on verra si les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc, actuellement, avec le plan fédéral 2030 pour la réduction des GES, on vise une diminution de 40 à 45 des GES d'ici 2030. Puis pour ce faire, là, je veux juste être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. En fait, ici, on mise vraiment sur, oui, la modernisation massive des bâtiments, mais aussi la construction de bâtiments carboneutres. Fait que, tu sais, là, on le met dans les exigences ou en tout cas dans les objectifs avec les incitatifs qui vont avec. Donc, ça vient avec des fonds, ça vient avec des programmes qui vont percoler là, au cours des prochains mois et années. Ensuite de ça, la stratégie canadienne pour le bâtiment durable, qui est vraiment axée sur l'efficacité énergétique des bâtiments, celle-là. Donc, que ce soit de bâtiments neufs ou rénovés. Et tout l'aspect aussi d'étiquetage énergétique. Donc, on le voit, ceux qui ont fait une visite Renault Climat ou qui ont fait cette démarche-là, vous avez une cote énergétique de votre bâtiment pour finalement la positionner sur l'échiquier. Est-ce qu'elle est à faible ou à forte consommation d'énergie? Et donc, éventuellement, en tout cas, moi, dans mes fantasmes, on tient aussi compte de cette cote énergétique-là dans la valeur du bâtiment, de l'habitation qui est vendue parce que c'est important. Ça a des coûts directs sur tes coûts d'énergie. Donc, ceux qui ont des bâtiments éco-énergétiques le savent, ça coûte vraiment moins cher à chaque mois. Le plan pour une économie verte du Québec est comme la première politique au niveau de l'électrification puis de la lutte au changement climatique qui vise vraiment une économie sobre en carbone. Donc, c'est la vision. Et il y a aussi différents outils là, pour les aider à concrétiser ce plan-là, dont la politique énergétique là, qui va viser justement une meilleure efficacité énergétique globalement. Donc, tout ça, ça fait que tranquillement, mais sûrement, on va voir l'évolution des cas, des règlements, une évolution dans le bon sens. Et donc, on peut s'attendre à ce que ces exigences-là s'élèvent. Dans les différents incitatifs à entreprendre un projet de bâtiment durable, bien oui, il y a les programmes gouvernementaux. Là, je viens de nommer Renault Climat pour les habitations, encore Novo Climat pour des bâtiments, que ce soit des petits ou bâtiments de multilogement pour l'efficacité énergétique ou encore d'autres programmes comme Chauffer vert. Donc, c'est différents programmes qui existent. Et au niveau fédéral aussi, la SCHL elle a des programmes de financement assez intéressants pour justement la construction de multilogements, entre autres. Puis on le voit de plus en plus dans ces critères aussi de fonds. Tu sais, je regarde des fonds passer pour différents projets, puis c'est de plus en plus intégré l'aspect, oui, lutte au changement climatique, donc efficacité énergétique, carbone intrinsèque. Là, je le vois beaucoup, beaucoup passer actuellement dans les objectifs à atteindre. Dans d'autres incitatifs, j'ai des gens des municipalités et des villes qui nous écoutent. Donc, les options, on a vu dans à peu près, je ne sais pas, une vingtaine de villes au Québec, déjà, il y a des incitatifs intéressants comme des congés de taxes pour une période X ou encore un crédit de taxes ou encore, c'est ça, donc des incitatifs clairement financiers pour des projets comme des habitations certifiées LEED ou Novo Climat ou, tout dépendant, ils se donnent des paramètres. Là. Il y en a qui disent juste maison écologique, puis ils donnent eux-mêmes leurs paramètres à respecter. Sinon, ben, aussi dans toutes les orientations de la ville, par exemple, Montréal qui s'est doté d'un plan climatique, je ne me rappelle pas comment elle l'appelle. Là. Fait que son plan, c'est un plan climat. Dans le fond, elle vise la carboneutralité d'ici 2030, je crois. Ben, en tout cas, elle a des engagements dans cette optique-là. Fait que, entre autres, tous les nouveaux bâtiments qu'elle va bâtir devront être certifiés LEED A. Ça, c'est comme un des engagements, mais il y en a plusieurs.
Donc, il y a quand même je dirais, un travail à faire avec nos municipalités pour qu'ils nous aident à déployer, à structurer ce marché-là. Les compagnies d'assurance, ils voient très bien, les avantages d'assurer un bâtiment qui est conçu de façon durable parce qu'il est mieux conçu, il est plus résilient, puis habituellement, il y a moins de rappels de toutes sortes. Donc, ils vont offrir des taux préférentiels ou en tout cas des primes préférentielles. Même chose pour certaines institutions financières qui offrent des prêts avantageux avec des taux hypothécaires avantageux. Là, notamment, il y a Desjardins avec son habitation verte et la RBQ qui offre aussi des taux intéressants. Puis, ben, tu sais, on parle d'incitatif, mais tu sais, l'incitatif financier, tu sais, le retour sur l'investissement, en fait, on se rend compte que de plus en plus, c'est payant de le faire, même malgré tous les beaux principes que je vous dis là. Il y a plein d'entrepreneurs, plein de propriétaires de parcs immobiliers actuellement qui ont compris que c'était avantageux de le faire. Et je vais donner un petit peu plus de détails ici. C'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que oui, avec les engagements qu'on a pris lors de la COP 26 qui nous amènent justement à aller avoir des cibles de réduction des gaz à effet de serre qui sont quand même ambitieux. Il y a eu vraiment comme un emballement parallèlement à ça. Je ne sais pas si c'est l'effet COVID ou l'effet emballement du climat qu'on commence à ressentir, mais il y a beaucoup d'investissements responsables qui se font. Donc, on parle aussi des fameux fonds ESG, le E pour avoir une conscience, en fait, des pratiques exemplaires en environnement, S pour social et G pour la gouvernance. Donc, on demande aux entreprises d'avoir une politique, mais aussi d'être transparent dans leur bilan. Donc, de faire un bilan de ce qui réussissent finalement à diminuer comme impact sur l'environnement. Et ça se traduit dans le monde de l'investissement. Donc, en 2021, pour une première fois, il y a eu plus d'investissements dans les fonds responsables, la finance verte, que dans des fonds traditionnels, donc si on parle, mettons, pétrole, armement et autres. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sent qu'il y a une volonté, mais ça a un impact déjà dans le monde du privé parce que ça crée une pression sur, on veut des résultats. Fait que comment est-ce que vous allez atteindre la carboneutralité si c'est inscrit dans votre politique, donc on veut avoir des résultats. Et là, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de projets privés. Donc, ce n'est pas à cause que le gouvernement nécessairement a amené une restriction ou des balises très restrictives. C'est vraiment que là, ils se rendent compte que, on est dans un contexte où le coût de l'énergie augmente de façon importante et on s'attend à ce qu'il continue d'augmenter, qu'on parle des énergies fossiles ou encore de l'électricité qui va subir une augmentation importante dans un horizon de 10 ans. On s'y attend. Du même coup, ils ont aussi toute la notion de compensation carbone, parce que quand tu as un projet carboneutre, la partie que tu ne peux pas diminuer à la fin, tu peux la compenser. Donc, on voit une augmentation importante dans les derniers mois du prix sur la bourse carbone, du prix de compensation carbone. Donc, ça indique qu'il y a comme une demande importante de ce côté-là. Fait qu'actuellement, pour tous ces paramètres-là, c'est très intéressant d'investir dans un bâtiment durable maintenant qui va diminuer tes coûts énergétiques puis qui va venir répondre aux besoins des investisseurs, en fait, aux préoccupations des investisseurs. Donc, dans la perspective, pour finir, si on s'imagine qu'on a cet objectif justement de carboneutralité d'ici 2050, qu'on a des objectifs importants d'ici 2030, en gardant en tête que le coût de l'énergie, des matériaux, tout ça, ça ne va pas diminuer, on sent que cette industrie-là est vraiment le vent dans les voiles présentement, puis que si le gouvernement faisait vraiment mettait tout en œuvre pour favoriser ça, donc avoir des stratégies qui sont vraiment axées concrètement sur ces objectifs-là. Selon le Conseil du bâtiment durable du Canada, là, on pourrait créer jusqu'à 1,5 million d'emplois. Ce n'est pas parce qu'il manque d'employés, mais bon, disons que les emplois actuels qui sont plus standards pourraient s'insérer plus dans l'industrie du bâtiment durable et générer un PIB de 150 milliards de dollars en 2030. Donc, c'est un beau marché à venir.
en fait, qui est déjà là, mais à venir. Mais qu'est-ce qu'il y en est en Abitibi-Témiscamingue? Fait que là, je ne sais pas si je respecte mon temps. Oui, c'est bon, je suis même en avance. Parfait. En fait, la période de questions, c'est tout de suite? Non, on va attendre, c'est tantôt. Donc, juste rapidement, qu'est-ce qu'il y en a en Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est sûr qu'ici, là, moi, mon constat, puis là, vous me direz si je fais défaut, là, si ça fait défaut, ce constat-là, mais tu sais, la proportion de bâtiments durables ou d'habitation durable est encore marginale en Abitibi-Témiscamingue. Il y a des projets individuels qui ne sont pas répertoriés parce qu'ils ne font pas l'objet d'une certification. Fait que ça, oui, mais tu sais, ça reste quand même marginal. Ce n'est pas un marché qui est très, très développé. Nos entrepreneurs, les projets, bref, tu sais, ça a l'air tout le temps un peu compliqué. C'est comme si ça chope on ne sait pas trop où là, dans le processus, fait que c'est une des raisons qui motive notre rencontre d'aujourd'hui. On veut vous entendre là-dessus. Donc, on parle ici de 16 bâtiments gouvernementaux et commerciaux qui ont été certifiés LEED là, dans les 15 dernières années ou BOMA-BEST. Ce n'est pas beaucoup, là. Ça me semble que c'est 16 LEED à ma connaissance. Il y en a 3 qui étaient inscrits pour des maisons des aînés il y a 2 ans. Puis je ne sais pas si finalement ça va être certifié pour vrai, mais c'était une volonté à la base. 549 maisons et 19 édifices à logement qui ont été certifiés de Novo Climat, ça sur une longue période quand même. Je dirais que depuis qu'ils ont modifié la norme Novo Climat, il y avait eu une baisse là, de popularité là, où on en est présentement. Je ne sais pas si ça a remonté, mais ça avait beaucoup descendu parce qu'ils avaient resserré les exigences, puis les entrepreneurs n'avaient pas suivi. Fait que pour ceux qui restent, qui sont entrepreneurs Novo Climat, ben, bravo. Et une seule résidence certifiée LEED dans habitation, peut-être une autre en voie de l'être à Amos. Donc, c'est quand même assez marginal. Ensuite, ben, dans le fond, ce que je constate aussi, c'est que selon une étude de cohabitation, en fait, 2 études qui avaient été faites en 2019 puis une autre plus tôt en 2013, on voulait voir un peu c'était quoi les freins et les motivations à entreprendre des projets pour une habitation, dans ce cas-ci, une habitation écologique. Et donc, ce qui ressortait dans les principaux freins, c'était le manque d'information qui était un frein important. Et lors de mon étude de marché, quand j'ai parti mon entreprise, c'est toute nouvelle, mon entreprise, elle a à peine 1 an. Donc, pendant l'étude de marché, j'ai essayé de valider ça pour voir où est-ce qu'on en était rendu ici en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on constate que les gens, en général, sont très intéressés par l'habitation durable. Donc, pour 91 % des répondants qui me disaient être intéressés de façon élevée à très élevée au niveau d'intérêt. Par contre, le niveau de connaissance était de faible à moyen, donc ça crée comme une espèce d'incertitude qui fait qu'on ne passe pas nécessairement à l'action. Donc, à la question quel est le principe, quels sont vos freins à entreprendre des projets d'habitation durable, le manque d'information, ne pas savoir comment s'y prendre est le principal frein. Là. Donc, il y avait la majorité des répondants, 43 % qui avaient répondu cela. Donc, ce qui me dit, c'est une première piste, donc dans les freins et dans je dirais les solutions, ou en tout cas ce qui pourrait être mis en place pour favoriser ce créneau-là en Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr que de se parler et de s'aider puis d'organiser des activités de transfert de connaissances sera certainement une des voies, mais on va suivre la suite. Donc, à partir d'ici, Clémentine, je te laisse. En fait, moi, je vais introduire l'activité, mais je pense que tu te joins à moi présentement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta présentation, puis les grands faits saillants, autant pour le Québec que pour la région. Ah oui, les questions. Il y a des questions, effectivement. Comme on disait à la fin de ce bloc. Et puis, j'inviterai ceux qui n'ont pas forcément de questions, peut-être à aller faire une petite pause avant d'enchaîner sur le deuxième bloc. Donc voilà, ceux qui ont une question, c'est le temps de lever sa main ou de la poser directement dans le chat. Puis même que je dirais que c'est à partir de maintenant qu'on ouvre nos caméras, on veut vous voir la face. Parce que là, nous, on parle, là, mais je ne sais pas, ils sont où mes amis? Bon, super, merci. Il y avait une question dans le chat.
je penserai plus pour toi, là, Isabelle, mais est-ce que nos professionnels du bâtiment et aussi en manque de connaissances en font-ils la promotion? Répète la question, est-ce que les professionnels du bâtiment qui sont en manque de connaissances ou qui ont les connaissances? Limités, qui manqueraient de connaissances et est-ce qu'ils en font la promotion? Est-ce que Thérèse, ça serait peut-être l'occasion? Oui, c'est ça. J'ai réalisé que mon verbe n'a pas été au bon temps, puis le message était parti. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que nos professionnels du bâtiment, on parle d'architectes, on parle d'ingénieurs, on parle de designers, en tout cas de bâtiments. Est-ce qu'ils sont aussi en manque de connaissances? Parce que tantôt, on a parlé qu'il y avait un manque de connaissances. Et s'ils ne sont pas en manque de connaissances, est-ce qu'ils font la promotion lors de leur conception à ce niveau-là? Parce qu'on parle aussi de comptabilité verte, on parle quand même de plusieurs choses possibles. Oui. Bien, en fait, je te dirais que de plus en plus, ils ont l'information, ils vont chercher justement des formations complémentaires pour justement aller chercher les nouvelles façons de faire reliées à des certifications ou autres. Je pense qu'ils sont en manque de temps, surtout. Ça a l'air actuellement, là, la pression a l'air est assez élevée sur cette catégorie de professionnels-là, et les entrepreneurs aussi. Mais on a interpellé les ordres professionnels à cet effet pour voir de quelle façon les ordres peuvent justement fider davantage ou diriger davantage leurs professionnels, parce que dans le fond, c'est libre à tous et chacun. Là, fait on y arrive tranquillement, mais sûrement. Mais je te dirais que présentement, là où ça achoppe, c'est avoir le temps de prendre 2 pas de recul pour faire une bonne conception intégrée avec toutes les parties prenantes, puis d'essayer des nouveaux trucs peut-être, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en région, peut-être que, je ne sais pas, moi, peut-être que c'est au niveau des fournisseurs ou c'est au niveau d'autres éléments que finalement que le projet ne peut pas arriver. Puis là, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y en a des pros qui vont pouvoir nous en parler là, plus tard dans la période de discussion. Hein? Guy, il lève la main. Donc, Guy, je t'inviterai à poser ta question. Bon, bien évidemment, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus au niveau des professionnels. Les professionnels ne sont pas du tout en manque de connaissances. Le problème, c'est le client qui décide. Le professionnel peut guider, il peut dire on va faire un bâtiment rouge ou on fait vert, mais si le client n'aime pas le rouge et choisit le vert, bien, ça se décide plus là. Fait qu'il y a de l'éducation à faire. Plus ça va, plus il y a de gens sensibles à ça. Par contre, quand on parle de normes, notamment LEED, c'est des normes extrêmement complexes. Ça prend un professionnel spécialisé dans la norme et la gestion de la norme devient plus compliquée que la gestion du chantier la plupart du temps. Donc, les gens démissionnent souvent en cours de route. Le gouvernement va commencer à faire toutes ces nouvelles constructions LEED, mais il a lâché carrément en cours de route. Mais je vais donner un exemple ici. Le ministère des Transports est fait presque LEED, mais il n'a pas été chercher la certification. Fait que, les normes, ils sont un petit peu exigeantes, puis aussi il y a un peu de lobbyiste au niveau des normes, en ce sens que tous les producteurs de matériaux tentent de se faire certifier LEED. Donc, c'est celui qui a le plus d'influence qui passe. Juste un exemple en passant, on gagnait des points LEED avec des planchers de bambou, alors qu'on n'avait pas avec des planchers d'épinettes locales. Fait que c'est des petites affaires, des irritants qui s'accumulent un peu d'un norme, qui font que les professionnels démissionnent un petit peu de la promotion de ces normes-là. Par contre, les professionnels vont pousser pour des bâtiments écologiques dans la mesure où c'est plus facile. C'est un peu, je regardais la déconstruction versus la démolition. Les entrepreneurs, c'est même valeur, mais il faut que ça roule, là. Donc, s'il faut qu'ils démangent, comme on dit en latin, les pièces de charpente, plutôt que de prendre la masse, les casser, puis les mettre en vrac avec le Gyproc, le papier noir et tout, ben c'est comme des sous. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer au bout de la ligne. Si le client est sensible à ça, il va embarquer dedans, mais il faut qu'il y ait... Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'incitatif aujourd'hui. J'imagine, je dis n'importe quoi, là, j'imagine, dans la construction, si on disait, ben écoute, le gouvernement veut vraiment qu'on aille vers du recyclage, l'économie circulaire, bien, on met des mesures en place pour que sur un chantier, bien, il y ait une personne vraiment attirée au démantèlement, qui est subventionnée pour ça. Il faut trouver des mécanismes pour que ce soit facile. La récupération, c'est la même chose. Si c'est trop compliqué, les gens ne récupèrent pas. Donc, il y a beaucoup ce volet-là.
Fait que là, Guy, là, je veux que tu restes avec nous pour la période de discussion où on va aller un petit peu plus loin dans ces notions-là. Fait qu'on pourrait dire que présentement, si vous avez des questionnements sur ce que j'ai dit ou des précisions, puis après ça, on va chercher une tasse de café puis on continue à jaser. J'ai une question, par exemple. Oui. Tant qu'à y être, là. Quand tu parles de milliers d'emplois reliés à la construction durable, oui. Je me questionne, c'est-tu des milliers d'emplois de plus? Parce qu'il y a déjà des milliers d'emplois en construction. C'est les mêmes personnes qui vont construire, que ce soit durable ou pas durable. Il n'y aura pas plus d'emplois parce que c'est durable. Oui, il y a un transfert vers. Ouais. Okay. En fait, c'est ce que j'en ai compris, mais là, il faudrait que j'ai un petit peu plus le rapport où j'ai pris mes données. Là. On parlait d'emploi direct. Donc, on doit parler d'équipes qui sont reliées à des projets de bâtiments durables de façon importante et récurrente. Okay. Merci pour cette intervention, Guy. J'aurais une main levée, ce serait M. Rivard. Ce serait M. Rivard. Exactement. Ce serait la dernière question à ce moment-là, ce que je voulais vous dire. Puis après, on pourra poursuivre les échanges dans les différentes salles pour la suite. Je vous laisse. Bonjour, Mike. Salut. Moi, je voulais dire, côté professionnel, là, du côté bancaire, du côté assurance, ils n'ont pas beaucoup de connaissances là-dedans. Mm-hmm. Je peux comprendre les architectes, là, mais comme la caisse est supposée donner un pourcentage de taux d'intérêt meilleur. Ils ne savent pas, nos agents ici. C'est moi qui leur ai dit qu'il y avait ça. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de professionnels aux alentours qui n'ont aucune idée c'est quoi les programmes et comment que ça fonctionne. Fait que oui, peut-être les architectes, là, mais le reste, on part de loin. Oui. Exactement. C'est un bon constat. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, autant pour dans le secteur du bâtiment, mais également toutes les autres personnes qui peuvent graviter autour. Merci beaucoup pour vos interventions en lien avec ce premier bloc. Comme je le disais, maintenant, nous allons passer à la deuxième section qui, elle, va concerner davantage la réflexion de groupe, la discussion, mais en sous-groupe. Donc là, vous allez être assignés à différentes salles. Et puis, peut-être la question... Avant tout, moi, je vais faire une petite mise en contexte. Ouais. Exactement. Je te laisse aller, Isabelle, avec ça. Mais là, c'est toi qui dois défiler les acétates. J'aimerais que tu ailles à la prochaine diapo. Peut-être même à une autre après. Ah, là, c'est pas moi qui le contrôle. Ah non? OK, donc, je ne vais pas tout peindre cette affaire. Donc, dans cette réflexion collective, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont les conditions essentielles à mettre en place pour favoriser le développement du créneau de l'habitation durable en Abitibi-Témiscamingue. On a déjà des pistes. Donc, juste pour se mettre en contexte, parce que c'est sûr que, au moment où on a pensé créer cet événement-là, il n'arrête pas d'avoir des affaires compliquées autour de nous. Déjà, le contexte de COVID qui a été quand même assez... qui est venu nous influencer, que ce soit dans nos façons de faire, que ce soit psychologiquement, que ce soit au niveau économique pour certaines entreprises, d'autres qui ont travaillé en fou, puis d'autres qui ont perdu leur entreprise. Bref, on est déjà dans ce lot de ce contexte-là. On a, oui, la crise climatique qu'on sait qui est là et qui s'est manifestée, je dirais, encore plus en 2021, ou peut-être parce que les médias en ont parlé davantage. Et il y a aussi tout l'aspect financier, la récession, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation du prix des matériaux, combinée à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, je sais que je n'arrive pas dans un contexte favorable pour amener des nouvelles façons de faire qui vont nous compliquer la vie parce qu'il faut faire la trêve. Mais d'un autre côté, je ne peux pas croire que finalement... on ne prendra pas l'opportunité parce que, je me dis, une période de chaos n'est-elle pas un bon moment, justement, pour revoir nos façons de faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, justement, d'utiliser cette période de crise-là à notre avantage pour dire, puisque tout est incertain, puisque tout est à refaire, puisque plus rien qui se tient, remettons quelques bases nouvelles ou en tout cas précisons davantage vers où on veut s'en aller
pour garder le cap sur quelque chose qui fait du sens, qui est positif pour tout le monde. T'sais. Donc, voilà, ça, c'est ma petite mise à contexte. Et oui, on rentre dans une ère d'adaptation. Je ne pense pas que tout va se stabiliser demain matin. Au contraire, on aura vraiment à composer avec le fait que tout est en changement et que ce sera la nouvelle règle du jeu. Donc, ça nous amène à être vraiment en mode adaptatif tout le temps. Mais de quand même saisir cette opportunité-là pour s'habituer à ça et favoriser une transformation vers une société qui est plus résiliente en général. Donc, là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est Clémentine qui donne les conseils. Et on pourra continuer avec ça. Oui. Donc, ce qui va se passer à partir de très bientôt. Je ne sais pas si tu voulais venir quand même sur les 3 questions, Isabelle, ou je les oui, je peux les présenter. Donc, dans ces groupes de discussion-là, il nous reste à peu près, c'est ça, on avait calculé à peu près 30 minutes. On va peut-être pouvoir étirer à 35. Donc, ce qu'on veut, on veut vous entendre sur c'est quoi les éléments qui favorisent la concrétisation de projets d'habitation durable actuellement dans votre milieu de travail, dans votre champ d'activité. C'est quoi les aspects positifs qui pourraient ou qui favorisent ça? Puis là, peut-être que ça ne se rend pas, puis on verra pourquoi ça ne se rend pas, mais tu sais, les premières conditions, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou qu'est-ce qui manque dans vos milieux professionnels, dans vos champs d'action pour y arriver? Est-ce qu'on voit d'autres solutions qu'on pourrait mettre en place de façon globale, plus pour la région? Puis, est-ce que les solutions qu'on va sortir, ce serait quoi le niveau de faisabilité? T'sais, on parle de quelque chose qui est bien compliqué ou il y a des choses qui vont sortir qui vont peut-être être assez simples, qui vont nous permettre d'amorcer notre travail. Donc, pour ce faire, on va créer des sous-groupes. Puis là, c'est là que Clémentine elle agit. Je prends la suite. Donc oui, il y aura trois sous-groupes qui vont être formés. Puis là, vous allez être directement redirigé vers votre salle de discussion. Il y aura juste à suivre le lien, cliquer dessus, puis voilà, vous rentrerez. Puis il y aura aussi à la fin de cette session-là le retour en grand groupe qui vous sera possible de faire. Donc dans chacune des salles de discussion, il y aura un modérateur animateur. Donc, en l'occurrence, Isabelle, moi-même et également Alex Dutil, que vous avez entendu un peu plus tôt. C'est Aurore. Excusez-moi, alors Aurore sera l'autre animatrice. Et puis, il y aura également des secrétaires qui seront désignés pour la prise de notes en fonction de vos interventions. Donc, c'est ça. Le tout permettra de colléger quand même les principaux éléments. Et puis, nous ferons une synthèse dans ces petites salles. Et ensuite, dans le retour en grand groupe, il y aura vraiment plus une période de conclusion pour clore l'événement. Dans les salles, un peu le même fonctionnement que ce qui a été proposé là. Il est conseillé donc de lever la main pour intervenir, échanger là, sur les 3 questions qui ont été présentées par Isabelle. Et là, je pense que c'est pas mal tout. On est prêt? Là, la magie va s'opérer, puis on va se retrouver par hasard avec un groupe d'amis. Eh bien, bon voyage dans les salles. Ouvrez vos micros. Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve. Il me semble que ça a été long avant qu'on se retrouve. Là. Je commençais à m'inquiéter. on a débordé un petit peu, nous, dans notre groupe. Ça discutait bien. Bon, pour moi, tu avais Guy dans ton groupe, toi. Hein? Ça se peut-tu? C'est pas une seule personne, c'est le groupe ensemble qui discutait très bien. Bon, bien, heureuse de vous retrouver. En fait, j'aimerais qu'on puisse mettre en commun les grandes lignes des discussions qu'on a fait chacun de notre bord pour qu'on puisse continuer à faire du pouce sur ce qui a été évoqué. Donc, à la première question qui était quels sont les éléments qui favorisent la concrétisation de projets d'habitation ou de bâtiments durables dans vos milieux de travail ou dans votre champ professionnel? Là, je vais demander à nos preneurs de notes de nous faire un petit topo. Est-ce qu'il y en a un ou une qui serait prête à prendre la parole?
Mais je peux la prendre. Peut-être si tu veux fermer ton partage d'écran, Isabelle, ou je sais pas. C'est pas. C'est-tu moi? Est-ce que c'est Clémentine? OK. Je pourrais. Ah, je peux pas. Ben, j'aurais partagé le Jamboard, mais c'est pas grave. Oui, alors, ça marche pas. Alors, de notre côté, ce qui est sorti beaucoup, qui favorise la concrétisation, bien évidemment, on en a parlé beaucoup, mais c'est les incitatifs financiers, notamment des institutions financières. Il y a David qui parlait là, que, notamment pour la construction d'immeubles à logement, bien, il y a des incitatifs qui ont des bénéfices très, très avantageux, mais bon, ils sont un peu mal connus. Et aussi, ça a été nommé et répété que l'information et la formation, c'est vraiment des moyens qui sont essentiels. Donc, avoir des équipes leaders qui ramènent puis qui répètent souvent les bénéfices qu'offrent l'éco-construction, puis les certifications, avoir des professionnels qui sont bien formés puis qui accompagnent de façon soutenue les entrepreneurs et les citoyens qui n'ont pas nécessairement le temps de se former eux-mêmes. Puis vraiment, dans chaque étape, autant pour la construction, le choix des matériaux, qu'il y a aussi pour la comptabilité qui peut être un peu fastidieuse. Puis, ben, ça résume pas mal ce qu'on a dit. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne veut nous faire un compte-rendu de son groupe de discussion? Oui, moi, je pourrais. Ah, Aurore, OK. Oui, c'est ça, Clémentine étant avec Bianca, moi, je pourrais parler pour l'autre groupe. On a beaucoup parlé aussi de l'aspect peut-être complexité au niveau de la conception des projets et des règlements et autres. Fait que, ce qui fait qu'on en voit de plus en plus, c'est que ça devient de plus en plus connu, mais de plus en plus facile aussi. Donc, quand ça prend 3-4 personnes différentes à aller, 3-4 portes différentes à aller cogner, c'est là que ça devient compliqué. Alors, parles-tu au niveau des gouvernances locales, par exemple, les villes, les municipalités? Oui, par exemple, ou quand un citoyen veut mettre en place un projet, puis que c'est ça, il ne sait plus toujours trop à qui s'adresser entre le professionnel, le permis, les incitatifs financiers, les gouvernements et autres. Cette multitude, des fois, de portes à laquelle il faut aller cogner, qui devient des fois un élément un peu plus complexe. On a parlé aussi du côté connaissance et formation, oui, mais sensibilisation à la fois aussi du public, parce que les professionnels sont toujours des fois très sensibles, mais au niveau de la clientèle, qu'elle soit privée ou que ce soit un citoyen ou des entreprises, c'est là que des fois ça devient plus compliqué parce que eux, il faut qu'ils rentrent dans leurs échéanciers et dans leur budget. Et c'est là que des fois, ça coupe court. Donc, c'est là que c'est plus compliqué. On a parlé aussi également c'est ça, de trouver aussi des fois de la place au niveau réglementaire, par exemple, dans une municipalité et autres, au niveau des émissions de permis, trouver de la place à ces nouveaux matériaux ou à ces nouvelles conceptions qui sont des fois encore un peu orphelines, qui n'ont pas de place dans le règlement et qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est compliqué pour la ville, c'est compliqué pour d'émettre des permis dans ces cases-là qui sont tout le temps en constante évolution puis qui n'ont pas de place. Donc, d'avoir des équipes un petit peu plus swivel là, au niveau des permis, des règlements. Fait qu'on parle ici, c'est-tu les règlements d'urbanisme? Par exemple, ou d'inclure des fois aussi dans les plans d'urbanisme. Puis au lieu des fois, peut-être des fois de mettre ça de façon très générale partout sur le territoire de la municipalité, mais de définir par exemple un secteur, un quartier qui deviendrait exemplaire. Oui, c'est ça. Un peu avoir des projets pilotes. Ouais. Oui, c'est ça, au niveau d'un quartier. Okay. Puis si ça résume pas, puis qu'il y a d'autres aspects que j'oublie, j'invite le groupe. Vous pouvez, n'hésitez pas à lever la main ou l'écrire dans le chat. Ouais. Parfait. Dernier groupe, Alex? Ben, nous autres, de notre côté, comme avec les autres groupes, il y a eu beaucoup l'enjeu au niveau monétaire et tout ça, ainsi qu'au niveau formation. Il manque de formation. Les entreprises ne savent pas nécessairement où aller chercher et comment avoir accès à ces informations. Là, il y a beaucoup eu le manque de temps de la part des entreprises face à ça aussi, qui a été une problématique.
La communication puis la promotion entre les collègues des entreprises a été abordée au fait de parler plus de bâtiments durables, des gains que ça peut apporter, ainsi que des enjeux environnementaux. On a aussi beaucoup parlé de la conscience environnementale et de la sensibilisation auprès des entrepreneurs à ce sujet-là, mais aussi chez les employés. Parce que comme on avait discuté, il y a beaucoup dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de gaspillage fait auprès des employés dû au fait que, dans un certain sens, ce n'est pas eux autres qui payent pour les matériaux, fait qu'ils ont moins conscience du gaspillage puis du recyclage à ce niveau-là. Aussi, de pouvoir prouver l'efficacité de tout ce qui est bâtiment durable au niveau des coûts, des gains, d'avoir des chiffres concrets pour la clientèle. Ça aussi, ça avait été abordé. C'est effectivement quelque chose qui serait important peut-être d'avoir, puis d'apporter de quoi de plus concret, plus visuel. Ça encouragerait peut-être plus les clients à vouloir participer et s'enligner vers des projets de ce type. Super. Bon, ben, je pense que ça met la table pour la suite. Dans le fond, tu sais, ce premier exercice-là elle vise à voir qu'est-ce que vous voyez sur le terrain que nous, on ne verrait pas, mais aussi de mobiliser les troupes. Tu sais. C'est une première rencontre, on est une vingtaine. Tu sais, si on en refait d'autres, l'objectif, ce serait probablement qu'on aille se chercher des amis chacun de notre bord pour justement créer peut-être plus une communauté où on peut se challenger ou créer des groupes qui sont plus spécifiques à nos intérêts. Tu sais, s'il y en a qui sont plus au niveau du développement économique, il va focusser sur des stratégies différentes que les entrepreneurs eux-mêmes ou les professionnels qui travaillent sur des projets plus concrètement sur le terrain. Je suis bien consciente que tout est à faire. Je trouve qu'on a un beau plat de bonbons, en fait. Tu sais, on peut juste choisir lequel ou lesquels on aimerait déballer pour progresser vers ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été discuté et qui auraient des témoignages ou états d'âme pour terminer notre rencontre? Fait que Clémentine, tu reprends l'animation pour la finale? Effectivement. Écoutez, merci. Un grand merci pour votre participation. Puis c'est ça, ce que je voulais aussi amener, c'est que les notes des différents échanges, il y aura comme un post-mortem qui va être réalisé avec justement les discussions et puis les grandes lignes de notre réflexion. Donc, c'est vraiment, ce sera un bon suivi, un bon support pour vous également. Comme je disais, la partie présentation a été enregistrée, donc elle sera disponible sur notre site Internet. Attendez, je vais arrêter le partage, c'est vraiment pas la bonne diapo. Et également, c'est ça, je voulais comme vraiment vous remercier tous pour votre attention, pour votre intérêt pour cette thématique. Et comme le disait Isabelle, c'est une première activité, le début de peut-être une cohorte, un lieu de réseautage, de partage d'actualités, etc., qui pourra se poursuivre. Donc, nous allons aussi vous envoyer dans le suivi une évaluation pour connaître un petit peu plus votre appréciation de l'activité de ce matin et peut-être votre intérêt à poursuivre la réflexion, les discussions, donc un peu comme je l'ai amené. Voilà, donc ce sera vraiment le suivi qui vous sera proposé pour la suite. Et encore un grand merci au nom de toutes les personnes présentes. Je tiens vraiment à vous remercier et vous souhaite une très bonne journée et un bâtiment plus durable pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous reprends dans le détour. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée à tous. À la prochaine. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.